Christelle, si on Oui. parle d'hésitation anti-vaccinale et de la réalité de cette hésitation vaccinale dans une structure de PMI, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors donc moi je suis Christelle Delary, donc je suis médecin généraliste de formation et j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans. Ah, il faudrait couper tous les micros. J'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans exclusivement en PMI et puis là maintenant je travaille en parallèle à la revue du praticien qui est une revue de formation à destination des médecins et puis je continue à exercer en PMI. Voilà un peu pour les présentations. Et effectivement la vaccination c'est un des grands pans du travail en PMI qui moi m'avait fait me former. J'ai suivi un DU de vaccinologie Paris-Lyon parce que je me trouvais en difficulté face aux parents quelquefois pour leur répondre, aux parents hésitants. Et ça, c'était avant l'obligation vaccinale, donc on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et donc, j'ai trouvé la nécessité de me former un peu plus pour pouvoir donner des arguments aux parents et répondre à tout ce qu'ils pouvaient lire sur Internet et que moi, je n'arrivais pas à débunker, justement, entre guillemets. Donc, voilà un petit peu mon profil. Donc, si vous voulez, je peux vous raconter un petit peu ce que c'est que la PMI, et en particulier dans la prévention vaccinale. Donc, la PMI, ça existe depuis l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale. Et l'idée, c'était d'agir contre la mortalité infantile. Donc, au départ, vraiment un service pour les tout-petits. Et puis, petit à petit, ça s'est élargi depuis la loi de 89 aux mamans. Et puis maintenant, aux parents plus généralement. Et donc, il y a 3 missions de la PMI. Une première sur les agréments et contrôles des modes d'accueil, les crèches, les assistantes maternelles. Une deuxième sur la protection de l'enfance. Et la troisième qui nous concerne aujourd'hui, c'est la prévention. La prévention, donc à la fois en préconceptionnel, donc avant la grossesse, et tout ce qui est centre de planification familiale avec l'IVG, la contraception, tout ce qui est conseil en orthogénie, tout ce qui tourne autour de la grossesse, donc avec des sages-femmes qui peuvent faire du suivi de grossesse, orienter les femmes, venir les voir à domicile. Voilà, même à Paris, il y a un service qui s'occupe des femmes enceintes à la rue spécifique, voilà, qui se trouve à l'Hôtel-Dieu. Et puis un troisième pan de la PMI, de la prévention en PMI, qui est le suivi du tout petit, de 0 à 6 ans. Donc un suivi qui se veut préventif, qui bascule de plus en plus vers le curatif par manque d'aval, mais qui a vocation à être préventif. Et donc dans la prévention, forcément, la vaccination. Alors, comment on agit en PMI pour la vaccination, en faveur de la vaccination? Si on le prend par ordre chronologique, d'abord pour les futurs parents, l'idée c'est de mettre leur calendrier vaccinal à jour et en particulier de s'assurer que les vaccinations des futures mamans soient à jour pour les vaccins qu'on ne peut pas faire pendant la grossesse, notamment les vaccins vivants que sont le rougeole, l'oréon, rubéole ou la varicelle. Et puis aussi pour la coqueluche. Vous avez dû voir qu'il y avait une petite modification dans le dernier calendrier vaccinal, enfin une grosse modification qu'on attendait, qui nous fait nous aligner sur de nombreux autres pays européens et qui permet maintenant la vaccination de la femme enceinte contre la coqueluche. Donc ça, c'est une vraie révolution pour nous. Jusque-là, on préconisait la stratégie ce qu'on appelait du cocooning, c'est-à-dire de vacciner tout l'entourage du nourrisson contre la coqueluche pour le protéger jusqu'à ce que lui-même ait bénéficié des vaccinations efficaces, c'est-à-dire en gros à partir de ce 5e mois, de 4 mois. Donc jusque-là, on faisait ça, donc on vaccinait les mamans, les papas, les grands-parents, les nounous. Et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas très efficace, peut-être parce que nous-mêmes, on n'était pas très efficace sur le terrain à vacciner tout cet entourage et qu'en communication, on n'était peut-être pas très bon non plus. Et donc, le nouveau calendrier préconise la vaccination des femmes enceintes entre 20 et 36 semaines idéalement, de façon à permettre que les anticorps fabriqués par la mère se transmettent au fœtus et donc protègent le bébé dès qu'il naît. Et l'idée, c'est de revacciner les femmes à chaque grossesse. Petite révolution française, mais qu'on fait depuis très longtemps, par exemple en Angleterre, et qui a montré ses preuves. Donc voilà pour les vaccinations de la femme enceinte. Ça, c'est vraiment l'événement actuel. Pour ce qui est du nourrisson, donc vous avez dû voir pareil qu'il y a une nouvelle vaccination qui est entrée au calendrier de tous les enfants, que nous, on conseillait déjà en population générale, mais c'était en fait, c'était un vaccin que les parents payaient, c'est le vaccin contre le méningocoque B. Donc actuellement, le calendrier vaccinal comprend 11 maladies
11 valences obligatoires, donc il y a 11 maladies contre lesquelles la vaccination est obligatoire. Et puis, il y a des vaccins qui sont non obligatoires, mais recommandés en population générale. Donc, c'est le Bexsero, le vaccin contre le méningocoque B. Et puis, il y a d'autres vaccins qui sont recommandés dans certaines populations, par exemple le BCG, le vaccin contre la tuberculose, qui était obligatoire jusqu'en 2007 et qui maintenant est juste recommandé dans certaines conditions. Il reste notamment recommandé en Île-de-France. Et c'est un vaccin qu'on ne fait que en centre de vaccination ou en PMI. C'est un vaccin qui n'est pas disponible en ville. Et ça crée des embouteillages, non pas parce qu'on n'a pas de dose, mais parce qu'on n'a pas assez de vaccinateurs. Donc, on a des listes d'attente infinies, en tout cas à Paris, pour vacciner les petits contre la tuberculose. Donc, il y a ces vaccins qui sont obligatoires, les vaccins qui sont recommandés en population générale, des vaccins qui sont recommandés pour certaines populations d'enfants. Et puis, il y a d'autres vaccins, comme le vaccin contre le rotavirus, qui est un vaccin contre la gastro grave des petits nourrissons, qui a été recommandé, mais n'est plus recommandé en France. Il est recommandé dans plein d'autres pays et nous, on plaide pour qu'il soit à nouveau au calendrier vaccinal. C'est un vaccin qui est viable et qu'on fait en 2 doses chez le tout petit. Donc, vous voyez tout un panel de vaccination qui peut nous poser un problème, nous, en PMI. Parce qu'en PMI, donc la PMI, c'est un service qui est accessible à tous, ouvert à tous, gratuit, dans lequel on accueille donc tous les petits et on vaccine ces petits. On voit donc régulièrement, dans les 12 premiers mois de leur vie, on les voit au moins 10 fois. Et donc, pas de problème pour les vaccins obligatoires, hein, ils sont au calendrier vaccinal. On peut même les fournir aux familles qui n'ont pas d'AME, par exemple, parce qu'on a quelques familles qui n'ont aucune couverture sociale, donc on leur fournit les vaccins. Et puis, il y a ces vaccins qui sont recommandés en population générale non obligatoire. Donc là, pas de problème non plus. Ils sont remboursés, ils sont pris en charge par l'assurance maladie. Mais il y a tous ces vaccins qui sont pas recommandés en population générale et que nous, on peut être amené à conseiller. Donc, le vaccin contre le rotavirus, mais aussi, par exemple, le Nimorix, qui est un vaccin contre les méningocoques A, C, Y et W. Qu'on a tendance à pas mal recommander vu le profil des méningocoques maintenant en France, hein, où le méningocoque C a chuté drastiquement grâce à la vaccination et on voit d'autres sérogroupes qui montent, dont le B, donc qui est maintenant le plus important, mais contre lequel on va réussir à vacciner. Mais il y a aussi le Y et le W qui montent. Donc voilà, nous on préconise. Et alors ces vaccins-là ne sont pas remboursés et donc ça nous pose une problématique parce qu'on est amené à éventuellement conseiller des vaccins qui ne sont pas remboursés. Donc ça met quand même dans une situation éthique très compliquée où en fait finalement on fait de la médecine un peu à 2 vitesses, où il y a des familles qui vont pouvoir se payer ce vaccin et d'autres non. Alors à la PMI à Paris, moi je parle vraiment de Paris là pour le coup. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres départements, mais on arrive à faire financer des vaccins. De ces vaccins-là pour certaines familles, mais ça reste vraiment l'exception. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc un accès gratuit à tous avec des vaccins qui sont dans le frigo pour les familles qui ne peuvent pas les acheter. Et puis tous ces vaccins-là qui restent un peu à la marge, qu'on a vraiment envie, nous, de proposer aux familles, mais qu'on ne peut pas toujours. Voilà. Alors, pour vous parler un petit peu de l'obligation vaccinale, parce que donc, je vous disais tout à l'heure que j'avais eu, moi, dans le début de ma carrière, beaucoup de parents hésitants, et notamment autour de l'hépatite B. Hein. Moi, j'ai commencé un PMI, ça devait être en 2007-2008, donc ça restait encore très compliqué de parler de vaccination hépatite B aux parents, avec une fervente opposition. Et puis, le vaccin méningocoque C aussi, pour lequel c'était un petit peu compliqué de convaincre les parents. Et donc est arrivée là-dessus l'obligation vaccinale. Donc vous savez que tous les petits bébés nés à partir du 1er janvier 2018 sont maintenant sous le coup de l'obligation vaccinale. Donc pour refaire un petit peu l'histoire, jusqu'en 2007, les seuls vaccins obligatoires, c'était DTP et BCG. À partir de 2007, le BCG n'a plus été obligatoire, donc il n'y avait plus que le DTP. Et donc depuis le 1er janvier 2018, tous les nourrissons doivent être vaccinés contre 11 maladies obligatoirement. Et en fait, le contrôle se fait à l'entrée en collectivité, que ce soit l'école ou la crèche. Et par convention, on laisse 3 mois aux parents pour se mettre en conformité avec le calendrier vaccinal. Ce qui fait qu'en fait, on les reçoit, par exemple en crèche, on les reçoit une première fois. Si le calendrier vaccinal de leur enfant n'est pas à jour, on leur dit, écoutez, voilà, à telle date, on se revoit et il faut que votre enfant ait reçu les valences nécessaires. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle obligation. Qu'est-ce que ça a changé pour nous sur le terrain?
Alors d'abord, j'ai repris un peu les chiffres là pour vous dire. D'abord, ça a été quand même assez fantastique sur la couverture vaccinale. Alors non pas sur les vaccins comme l'hexavalent, enfin plutôt le DTCP, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, pour lequel la couverture était plutôt bonne. Hein, on avoisinait les 85%. Mais vraiment pour l'hépatite B, pour le méningocoque C, ça a été vraiment fantastique pour vous dire. J'ai repris les chiffres pour le méningocoque C. En 2017, le taux de vaccination complète était à 80% et en 2019, on est passé à 90%. Donc vraiment un réel effet sur les vaccinations, le taux de couverture avec ces vaccins obligatoires, mais pas que. Un effet aussi sur les autres vaccins. Donc ça a été un effet assez sympathique à constater, c'est-à-dire que finalement, par un peu extension, la couverture vaccinale, par exemple pour le papillomavirus, a augmenté dans les suites de cette obligation vaccinale. Donc peut-être un élan nouveau, confiance nouvelle envers la vaccination. Donc ça, c'était un bel espoir pour nous. Et puis malheureusement, il y a eu la pandémie de Covid qui est arrivée là-dessus, avec des chutes extraordinaires de couverture. Alors de couverture, on ne sait pas trop, mais en tout cas de vente de vaccins, de dispensation de vaccins, parce que là, on a les chiffres, et notamment une diminution de 50% des dispensations des rougeoles au rayon rubéole, des vaccins rougeoles au rayon rubéole, avec un rattrapage qui n'est toujours pas fait. Alors pourquoi il y a eu cette chute? On pense que probablement il y a des parents qui avaient peur de sortir. Des médecins aussi qui ont annulé les consultations de vaccination, de suivi en fait préventif, en se disant que ce n'était pas prioritaire et voilà, et à ce moment-là, ils ont raisonné comme ça et on peut pas les en blâmer. Et puis des centres de PMI aussi qu'on fermait. Je sais qu'à Paris, on a fermé la moitié des centres, donc ce n'était pas non plus négligeable. Voilà, on n'a pas pu faire autant que d'habitude. Donc voilà, le rattrapage est en cours, mais on n'y est pas encore. Donc malheureusement, indépendamment de tous les autres effets du Covid, direct de la maladie et puis des mesures de distanciation qu'on connaît tous sur les enfants, il y a eu aussi ce retard vaccinal. Voilà pour l'obligation vaccinale et ses conséquences. Je ne sais pas si vous voulez que j'enchaîne sur parce que bon, autre problématique chez les tout petits en pédiatrie, c'est la peur de la vaccination. Alors la peur qui peut s'exprimer chez les plus grands, mais qui s'exprime par les parents pour les plus petits. C'est jamais sympa une piqûre. Alors il y a la peur du vaccin en lui-même, mais il y a aussi la peur du geste fait de la piqûre. Et alors, comment on peut lutter contre ça en PMI, en médecine de manière générale, la première des choses, c'est de ne pas banaliser. Parce que nous, médecins, c'est vrai qu'on vaccine 10 fois par jour, en tout cas en PMI, plus même. Et on pourrait avoir tendance à banaliser, c'est-à-dire, voilà, c'est un geste d'habitude. Sauf que pour l'enfant, c'est pas un geste d'habitude et c'est vraiment un événement dans sa petite vie et dans la vie de son parent. Donc, la première des choses, c'est surtout pas banaliser la peur, pas banaliser le geste. Conseiller aux parents d'en parler avant la consultation à l'enfant, c'est-à-dire lui expliquer qu'il va faire un vaccin, pas lui mentir, voilà, lui dire les choses assez simplement. Et puis lui parler aussi quand il vient et parler aux parents, le rassurer déjà en expliquant tout ce qu'on va faire. Première des choses. Ensuite, il y a des méthodes qui ont montré leur efficacité pour s'affranchir de la douleur du vaccin. Il y a eu plein d'études faites là-dessus. Et la première des choses qui marche, c'est la sérénité. En fait. La sérénité à la fois du médecin, du parent et de l'enfant. Tout ça dans un trio qui doit à peu près s'accorder. Et donc, en ne pas banalisant, en expliquant, on arrive voilà, à avoir une consultation un peu plus sereine et à apaiser un petit peu tout le monde, à faire tomber la pression. Ça marche. Autre chose qui marche, c'est la distraction. Alors, la distraction marche pour l'enfant, marche aussi pour le parent. Donc, l'idée, c'est alors déjà d'installer l'enfant et le parent dans la position dans laquelle ils sont la plus confortable. Si le parent veut que l'enfant soit sur la table d'examen pour le vaccin, on accède à cette demande. S'il préfère qu'il soit dans les bras, on accède à sa demande. S'il veut que l'enfant soit au sein, la maman met son enfant au sein. Voilà. Vraiment, déjà, la première des choses, moi, c'est ça, c'est que je demande aux parents comment ils veulent qu'on fasse le vaccin. Et puis ensuite, distraire l'enfant, distraire le parent en donnant une mission aux parents. Donc moi, j'ai un truc qui marche vraiment très bien. C'est chez les tout petits, c'est le bâton de pluie. Vous voyez, c'est ces bâtons dans lesquels tombent des petites billes qui font comme un bruit blanc. Ces bruits blancs qu'apprécient particulièrement les enfants. Et alors ça les apaise et puis ça donne aux parents une mission. Donc, il doit retourner tout doucement le bâton de pluie. Ça l'occupe pendant le vaccin. Et puis, bien sûr, je dis, quand je nettoie la peau en escargot ou en arrobase, quand je vais piquer, je préviens bien entendu.
pour s'affranchir de la douleur. Donc, les études ont montré que la distraction marchait, que la sérénité marchait. Et puis, il y a des techniques qui marchent aussi, c'est de donner de l'eau sucrée à l'enfant. De l'eau sucrée à 30%, c'est-à-dire 2/3 d'eau et 1/3 de sucre. Il ne faut pas en donner trop, hein, on donne un tout petit peu dans une seringue. Et puis, il faut le donner bien avant le vaccin parce que l'effet est maximum à 2 minutes et puis ça dure 3 à 5 minutes. Pareil pour la mise au sein, c'est à peu près l'équivalent. Donc ça marche. Les études ont montré que ça marchait. Autre chose qui marche, c'est de frotter la peau à côté de l'endroit où on va vacciner. Ça aussi, ça marche parce que ça perturbe les voies de la douleur et voilà, et ça fonctionne dans les études. Moi, j'avoue que je ne pratique pas ça, mais voilà, il y a des collègues qui utilisent cette technique. Et puis, il y a une autre technique de mettre des patchs là que peut-être vous connaissez. C'est des patchs anesthésiants. Alors ça, moi, j'avoue que je conseille plutôt pour les plus grands parce qu'on leur dit, je vais mettre un patch qui va endormir ta peau, comme ça, tu ne sentiras pas la piqûre. Pour les plus petits, je trouve honnêtement que ça ne marche pas très bien parce qu'au moment de l'enlever, ça fait mal à l'enfant. Finalement, il pleure au moment où on enlève le patch. Donc, on n'y gagne pas trop. Donc, moi, je ne le préconise pas pour les enfants. Et en tout cas, sachez qu'il est contre-indiqué pour le BCG parce qu'il diminue l'effet de la vaccination BCG. Donc, si on l'utilise, en tout cas, pas pour le BCG. Mais en tout cas, les études montrent que ça fonctionne. Et puis, une autre technique qui fonctionne, c'est d'avoir un geste sûr et rapide. Donc, comme vous le savez sûrement, on ne cherche plus le reflux lorsqu'on injecte un produit et puis on ne fait pas la purge de l'aiguille, on fait éventuellement la purge de la seringue, mais pas la purge de l'aiguille, ça ne sert à rien. Ce qui permet qu'il n'y ait pas de liquide vaccinal au niveau du biseau de l'aiguille qui risquerait de faire mal à l'enfant avant qu'on soit en intramusculaire. En fait. Donc, on vaccine avec une aiguille purgée, une seringue purgée, mais pas une aiguille purgée. On vaccine vite, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas le reflux, on pique l'enfant et on injecte rapidement le produit. Voilà. Il y a d'autres petites techniques qui marchent sur le terrain, qui n'ont pas fait leur preuve dans les études, mais c'est par exemple pour le petit de vacciner d'abord avec le vaccin qui fait moins mal. Donc notamment à 2 mois et à 4 mois et à 11 mois, on fait l'hexavalent et le Prévenard contre le pneumocoque. Et l'hexavalent fait moins mal que le vaccin Prévenard. On pense que le Prévenard fait mal à cause de son pH. C'est les suppositions. En tout cas, on conseille de faire d'abord l'hexavalent et ensuite le Prévenard. Et c'est l'inverse chez l'ado. L'enfant plus grand, en fait, on conseille de faire l'inverse, et l'adulte aussi, de vacciner d'abord avec le vaccin le plus douloureux et ensuite de faire le vaccin le moins douloureux. Il paraît que c'est mieux toléré. Voilà les petites choses pour essayer de s'affranchir de la douleur. Et puis, si vraiment on a affaire à quelqu'un qui est très phobique des piqûres, ça existe, hein, très phobie constituée des piqûres, à ce moment-là, il faut vraiment s'aider d'une consultation en psychologie. On est rarement dans l'urgence pour les vaccins. Hein. On peut repousser une vaccination de quelques jours si ça peut permettre à la personne d'être apaisée. Et donc, ne pas hésiter à adresser un psychologue qui peut faire de l'EMDR ou de l'hypnose ou de la thérapie cognitive et comportementale si vraiment la phobie est constituée pour le parent, pour le coup. Parce que pour l'enfant petit, c'est vraiment rare, finalement. Ça peut être une phobie du parent plutôt que de l'enfant lui-même. L'enfant, il a peur, il a une peur, j'allais dire, adaptée de la vaccination. Voilà. Et alors, il y a un petit message que je voudrais passer quand même, c'est que pour nous, médecins de PMI, un bébé qui ne pleure pas après un vaccin, alors je ne parle pas des tout petits, parce que les tout petits, quand on met tout en place pour pas qu'ils aient mal, c'est normal qu'ils ne pleurent pas, mais un plus grand qui ne pleure pas ou qui n'a pas peur d'un vaccin, pour nous, c'est pas normal et c'est plutôt un signe d'enfant, alors bien sûr, on remet ça dans son contexte, mais plutôt un signe d'enfant qui peut-être donne des signaux d'alerte et qui va peut-être pas bien psychologiquement. Donc, voilà. Donc pour un peu faire baisser la pression aussi, c'est normal d'avoir peur d'un vaccin. C'est un peu le lot de tout le monde. Et si on n'a pas peur, c'est peut-être un signal d'alerte et il faut être un petit peu attentif à ça, au contexte de vie de l'enfant. Et voilà, c'est mon côté protection de l'enfance qui envoie ce message-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai beaucoup parlé, peut-être un petit peu vite. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez réagir à ce que j'ai raconté? Non, merci beaucoup. Je crois qu'il y a déjà des questions. Younes et Kalou déjà, donc peut-être qu'ils peuvent les poser directement. Moi, j'en ai aussi 2, mais je les poserai après. Ok. Je t'en prie, Kalou, vas-y. Ok, merci Younes. Bonsoir Christelle, bonjour, ravie de te voir. Oui.
J'ai une question qui va être très brève parce que tu parlais tout à l'heure de la réticence à 2 vaccins à laquelle tu as été confrontée. Le vaccin contre l'hépatite B, et c'est vrai qu'avec les controverses qu'il y a eu avec des éventuels liens avec la sclérose en plaques, je comprends l'inquiétude de certains parents, bien que le lien ne soit pas avéré du tout. Par contre, tu as cité aussi le méningocoque B avec une opposition, une résistance. Le C à l'époque. Pourquoi? Voilà, c'est juste ma question. Le C à l'époque. Et c'est très curieux ça, parce que c'est hyper paradoxal comme crainte. C'est en fait des parents qui te disent « Ah, mais ça touche le cerveau ». Ben oui, justement, en fait, c'est pour protéger contre cette maladie qui touche le cerveau. Mais c'était vraiment la crainte d'un vaccin. Pour eux, dans leur imaginaire, quand je les faisais parler, ça touchait au cerveau. C'était le vaccin qui touchait au cerveau, en fait. Et donc après, quand on explique, etc., ça allait mieux. Mais ouais, il y avait vraiment cette opposition-là. Et encore, moi, je trouve, quand on parle, par exemple, de Bexero, méningocoque, le méningocoque. Et alors, tiens, ça, c'est assez marrant parce que pas plus tard que ce matin, j'ai une maman, donc je lui parle du Bexero qui est maintenant recommandé. Et alors, elle me dit, ah oui, bah, celui-là, je le veux absolument parce que j'ai vu la pub à la télé, ça fait très peur. Donc j'ai trouvé que c'était bien parce que finalement, il y a des messages à la télé qui fonctionnent. Voilà. Donc ça, c'était pour enchaîner. Et puis il y avait l'aurore aussi, je n'ai pas parlé du ROR, mais avant l'obligation vaccinale, il y avait encore cette histoire de l'autisme qui planait. Donc ça a perduré et c'est vrai que là, moi, j'en entends plus du tout parler. Il n'y a plus de parents qui nous parlent de ça, donc je pense quand même que l'obligation vaccinale a eu un effet là-dessus aussi. Mais c'était cette fameuse polémique, vous savez, américaine, où il y avait des études truquées qui avaient fait dire que l'aurore rendait les enfants autistes. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour ta réponse. Alors, le ROR, effectivement, t'en vois peut-être plus en cabinet. Par contre, sur les réseaux sociaux, l'idée que ça provoque l'autisme est encore très présente dans la sphère des opposants à la vaccination. Voilà. Merci pour l'explication sur le méningo C et non pas B, j'ai fourché. Je ne savais pas et j'avais peu l'occasion de le lire. C'est super intéressant. Merci à toi, Christelle. Merci. Je peux y aller, Vincent? Vas-y. Bonjour, docteur Delarue. Moi, c'est Younes Selali, pharmacien et consultant chez NIL, mobilisé sur vaccination et lien social. J'avais une question plutôt liée à la formation. Je voulais savoir si les PMI étaient des terrains de stage possibles pour les internes ou pas. Éventuellement savoir aussi de ce que vous pensez de l'idée éventuellement de pouvoir recevoir des stagiaires issus des autres formations de santé. Je sais qu'il y a des stages qui existent pour les étudiants en pharmacie. C'est la même chose pour les étudiants en soins infirmiers, en soins pour tous les professionnels de santé. Sur ce volet-là, comment vous voyez la formation des étudiants? Ouais, merci beaucoup pour cette question parce que c'est effectivement très intéressant. Alors, la PMI est régie par les départements, donc ça dépend un peu des départements. Il y a des départements, la plupart des départements accueillent les internes en médecine générale pour leur SASPAS, vous savez, c'est leur stage de pratique ambulatoire. Donc ça, c'est une réalité sur pratiquement tous les départements. Et souvent, c'est pour valider leur maquette mère-enfant. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai connu la PMI. D'autres départements, mais ce n'est pas le cas de Paris, accueillent les internes en pédiatrie. Et ça, c'est très bien parce que le retour des pédiatres en formation est extraordinaire en disant mais vraiment, ça, c'est de la pédiatrie qu'on n'apprend pas à l'hôpital et c'est la pédiatrie qu'on fera plus tard. Et c'est vraiment formidable de pouvoir apprendre ce que c'est qu'un enfant qui va bien, un enfant normal, et puis la protection de l'enfance, etc. Et la prévention, parce qu'on n'apprend pas non plus ça. Donc voilà, donc ça, c'est un projet qu'on a nous aussi à Paris et qui n'est pas encore d'actualité, mais qui existe par exemple à Nantes. À Nantes, ils accueillent les internes en pédiatrie. Pour ce qui est des autres professions, c'est tout à fait intéressant. Nous, on en avait parlé un petit peu avec les collègues, mais c'est vrai que c'est un projet qu'on n'a pas fait perdurer. En tout cas, ça pourrait être tout à fait riche pour les deux parties, en fait, d'accueillir des internes en pharmacie, par exemple, ou peut-être aussi des étudiants en psychomotricité, parce qu'en PMI, il y a des psychomotriciens. Enfin, voilà, c'est tout à fait intéressant. Et ça, il faudrait effectivement qu'on remette l'idée sur la table. Et puis, alors, l'autre projet qu'on avait, nous, c'était de créer une formation spécifique qui serait, par exemple, un DU de médecin de l'enfant, qui couvrirait à la fois la médecine de PMI, mais aussi la médecine scolaire et puis la médecine de CAMS, les médecins qui s'occupent des enfants porteurs de handicap. Voilà, donc ça, c'est un projet qui est en cours. On aimerait bien créer ce DU qui serait un peu transversal pour les médecins généralistes.
Et peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire, et je sais qu'il y a des pharmaciens d'officine aussi qui vous écoutent, donc peut-être qu'ils réagiront à cette proposition, mais avoir le détachement de pharmaciens d'officine ou préparateurs en pharmacie en PMI, ou l'inverse, avoir des professionnels de santé qui exercent en PMI dans des officines, est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est envisageable à chaud, que vous y avez peut-être déjà pensé? Alors là, d'autant plus qu'on voit que leur mission va probablement s'élargir, que ce geste vaccinal par le pharmacien doit absolument, à mon avis, s'accompagner de conseils de prévention beaucoup plus larges que ce geste vaccinal, parce que c'est peut-être des enfants qu'on verra un petit peu moins au cabinet. D'autant plus, il faut qu'ils soient formés. Et alors vraiment, s'ils peuvent venir en PMI, ce serait formidable. Ce serait formidable qu'on puisse transmettre quelques messages. Vraiment, ça, ce serait un très beau projet à mener. Oui, tout à fait. Alors, le problème de la PMI, c'est qu'elle a le défaut de ses qualités et qu'étant régie par le département, vous imaginez bien que tout est lourd à mettre en place. Je veux bien vous croire. Merci beaucoup pour vos réponses. Madame Kamida, je crois que vous voulez poser une question. Oui, merci. Dans la suite logique de Younes, pour la formation justement des pharmaciens, puisque samedi au congrès des pharmaciens, l'annonce a été faite que les pharmaciens vont pouvoir vacciner des enfants à partir de 2 ans. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le professeur Pierre Béguet qui m'a dit « Oh là, de 2 à 6, c'est un peu sportif ». Cette remarque-là, de toute façon, le point d'injection, si je ne m'abuse, n'est pas le même. Je pense qu'il y a vraiment besoin de faire une formation et qu'elle soit complètement encadrée pour pas que ça parte dans tous les sens. Eh bien, je m'inscrirai pour venir vous rencontrer avec grand plaisir, si c'est possible. Même si c'est compliqué, je suis assez news, comme on dirait dans le sud. Comme vous voulez, moi j'accueille bien volontiers. Pour le bien des enfants, pour le bien des parents, c'est indispensable d'être irréprochable, n'est-ce pas? Il faut à la fois former sur le geste, effectivement sur l'accompagnement, c'est-à-dire que c'est pas la communication. Communication. Moi, je dis toujours, on ne dit pas piquer parce qu'on peut piquer son vieux chien diabétique dont on veut se défaire avant les vacances. Donc, on ne dit pas piquer, mais je vaccine. Je suis très pointue sur le verbatim, mais je pense que c'est essentiel. Et on ne dit pas ça va pas faire mal parce que ça va pas faire mal, l'enfant entend mal. Donc on va dire on va faire tout doucement. Exactement. Mais, ouais, pas... mais pas que. Je pense qu'il faut vraiment que ça s'accompagne d'une formation sur la prévention en général, pas que le geste vaccinal en lui-même. Oui. Vraiment. Mais sur le pourquoi on vaccine et quel est l'intérêt de la vaccination et comment ça va se passer et le suivi. Enfin bon, nous avons déjà réfléchi sur ce référentiel. Pas arriver quand ce sera possible et à proposer quelque chose à l'arrache, quoi. Donc, je suis plutôt dans le calme et la sérénité. Et bien volontiers, ouais, pour accueillir, pour aider, franchement, avec plaisir. Ok, merci. Catherine, je crois que vous avez une question également. Oui, alors merci beaucoup pour votre exposé très clair et très complet. Moi, j'ai une question dans le cadre d'un département, sur ces familles qui n'iront pas jusqu'à la PMI. Est-ce que vous avez des liens, des réseaux qui permettent à la PMI d'aller chercher ces familles sur le terrain? Alors, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors, comment les familles arrivent à la PMI? À la maternité, à toutes les familles, on demande d'aller à la PMI, non pas pour un suivi médical, mais pour une première pesée. Donc, c'est une pesée qui se fait dans les 8 premiers jours. Et là, je crois qu'à Paris, on voit, c'est énorme, on voit 90% des bébés qui naissent à Paris en PMI. Donc, mais pour une première pesée. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être suivis à la PMI, parce que de toute façon, on n'en aurait pas les moyens, on n'a pas assez de médecins. Donc, il y a beaucoup quand même de familles qui passent par la PMI au moins une fois. Mais effectivement, pour toutes celles qui ne viendraient pas ou pour toutes celles qui auraient un suivi en ville, on peut faire des visites à domicile à la demande. On a des liens avec la médecine scolaire, on a des liens avec les crèches, on a des liens avec les médecins traitants. On essaye, quand on est installé dans un quartier, de faire du lien, de se connaître. Nous, on rencontre par exemple toutes les psychologues du quartier. On organise des petits déj comme ça où on se rencontre. Avec les médecins, c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas trop le temps. Mais par exemple, moi, ça m'arrive très souvent de décrocher mon téléphone, de les appeler. Pour vous donner un exemple, à l'époque, j'étais médecin d'une crèche dans laquelle tous les enfants avaient leur premier OR à 2 ans, à un moment où on devait déjà le faire à 12 mois. Et puis, le deuxième OR, le médecin mettait deuxième OR à 6 ans. Enfin.
Et donc, je l'ai appelé et je lui ai dit, bah, écoutez, je suis vraiment. Parce que j'ai eu 2, 3 enfants comme ça. Et donc, je l'ai appelé et je lui ai dit, écoutez, je suis vraiment embêtée parce que voilà, j'accueille 2, 3 enfants privés à la crèche. Et donc, on fait du lien et on explique et ça marche hyper bien, en fait, juste se parler. Et C'est pas tellement par rapport au réseau des médecins. Je pense que les familles qui vont déjà voir le médecin, même si le médecin a des positions un peu spéciales ou particulières ou qui lui sont propres, je pense à des familles qui sont plus isolées, d'accord. qui restent en deçà de nos systèmes de soins usuels. Et celles-là, Alors, vous les estimez à combien, par exemple, sur la ville de Paris? Et comment faites-vous pour aller quand même aller les chercher? Alors, finalement, c'est très peu. Très peu de familles à la rue ou en hôtels sociaux nous échappent, très peu, parce qu'on a la chance d'avoir une équipe qui s'appelle Hors les murs, constituée d'une puéricultrice et d'une sage-femme qui vont au-devant de toutes les familles. Alors, les seules familles pour lesquelles c'est compliqué, c'est les gens du voyage, pour lesquels là vraiment c'est compliqué, où on arrive à les faire venir une fois et puis ils ne reviennent plus. Et là, c'est tout le travail de Monica Menant, qui est donc la puère, qui travaille avec Ramona, qui est une puéricultrice aussi d'origine roumaine. Et elles vont toutes les deux, c'est vraiment un travail de fourmi, elles vont toutes les deux dans les camps et elles demandent à rencontrer en fait, le chef un peu du groupe et ça se discute avec lui. Comment on peut faire pour vacciner les enfants, pour les amener à la PMI. Vraiment, c'est un travail de fourmi, mais c'est vraiment à la marge. Les familles qui nous échappent, ça peut être plutôt les familles opposantes, les familles qui veulent vraiment pas de suivi pour leurs enfants, des familles qui seraient un peu marginales dans leur, par exemple, des familles qui feraient l'école à la maison, qui seraient dans des régimes très excessifs. Ça, c'est des familles qui viendront pas à la PMI et pour le coup, qu'on aura vraiment du mal à toucher parce que ça peut être des enfants qui sont pas en collectivité et vraiment pour lesquels on n'a aucun accès. Ce serait plus ces populations-là, mais ça reste vraiment, à mon avis, très peu. Alors, dans cet esprit-là, si vous permettez, et puis j'en ai terminé après, les familles éclatées, où l'un est pour la vaccination, l'autre ne l'est pas, qui sont des situations que nous vivons à Infovac, à travers des médecins qui nous écrivent sur comment faire. Comment gérez-vous ces situations? Alors oui, le problème c'est qu'il n'y a pas de législation qui nous aide là-dessus, hein. Alors on a vu le problème avec la vaccination Covid, mais finalement l'obligation vaccinale nous aide pour ça, parce que c'est des vaccins obligatoires. Finalement, le vaccin étant obligatoire, il y a moins de problèmes, mais ça a pu être un sujet. En protection de l'enfance, les conflits parentaux, c'est, je pense, 60 à 70% des informations préoccupantes. Des enfants qui sont pris dans un conflit, qui sont loyaux à la fois à leur père, à leur mère, mais qui sont instrumentalisés dans ces conflits. Alors ça peut être effectivement sur le suivi médical notamment, des histoires de PAI que le père veut faire et pas la mère, sur de vaccination, parce que ça devient un enjeu. Ouais. Et ça, en fait, on est obligé de faire une IP, voire un signalement, de demander au juge des enfants de se positionner ou au JAF de se positionner parce qu'on ne peut pas dénouer ça. Enfin, quand c'est trop installé entre les parents, on n'y arrive pas. Et vraiment, c'est une grande partie de notre travail en protection de l'enfance, les conflits conjugaux, vraiment, et dramatiques. Et dans le domaine de la vaccination, à votre avis, ça représente quel pourcentage, par exemple, sur la ville de Paris que vous connaissez bien? Là, honnêtement, avec l'obligation vaccinale, on est beaucoup moins confronté à ça pour la vaccination. Ça pourrait se poser, vous voyez maintenant, éventuellement pour le Bexero. Pour le moment, depuis la mise au calendrier, moi, je n'ai pas eu le cas. D'accord. Voilà. Merci. J'ai eu pour le Covid. J'ai eu beaucoup de cas pour le Covid. De parents qui n'étaient pas, pour le coup, ensemble, hein, pas séparés, mais dont l'un voulait bien et l'autre ne voulait pas. Et c'est celui qui ne veut pas qui l'emporte. Moi, je demande à voir les deux parents. Je leur dis, voilà, venez avec. Parce que souvent, c'est la maman qui dit, mais le papa ne veut pas. Le papa ne veut pas. Donc, je dis, dans ces cas-là, il vient à la prochaine consultation et on en parle tous ensemble. Donc, quelquefois, il vient, mais souvent, il ne vient pas. Alors, on l'appelle et puis on essaye de travailler comme ça. Mais c'est pareil, c'est un travail de fourmi et on y arrive ou on n'y arrive pas. Merci. Merci à vous. Jean-François, par rapport à ces questions. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. En 2 secondes, je vais essayer de faire court. Je suis médecin généraliste
semi-rural retraité, Olivier connaît bien la région, c'est la Bourgogne. Alors évidemment, il y a une petite différence avec la région parisienne. J'ai exercé dans les années 75, vous voyez que je suis retraité actif, et on a vécu les 30 glorieuses dans tous les sens du mot. Simplement, en ruralité, c'est une médecine différente parce que, si j'allais dire, et en particulier dans les vaccins, auxquels moi j'attache une énorme importance de très longue date, je peux vous dire pourquoi en 2 secondes. Premièrement, c'est la confiance à la base. Deuxièmement, la sérénité. Troisièmement, l'éthique vis-à-vis des patients. Et quatrièmement, on va dire la pédagogie. Et quand on prépare bien quelque chose avec des familles, on arrive en général à ce qu'on souhaite parce que les contacts sont réguliers. Deuxièmement, j'ai beaucoup travaillé avec les PMI sur Dijon parce qu'on avait des liens extrêmement proches et je pense que ce travailler ensemble, qui est ce qu'on entend maintenant, et je me pencherai également vers mes amis pharmaciens et infirmiers en particulier et sages-femmes, puisqu'on en parle aussi dans ce cas-là, c'est un lien qui est absolument indispensable à la qualité des soins. Je rajoute un point que certains ignorent, c'est que je fais partie du Conseil de l'ordre des médecins au niveau national. Et ça ne vous étonnera pas que je suis plutôt dans la progressivité, dans le fait qu'on a changé de paradigme dans beaucoup de points et que je pense qu'effectivement, il faut apprendre et savoir travailler ensemble. Si j'ai mentionné que j'étais à l'ordre, c'est parce qu'à la limite, je viens de monter il y a quelques jours un groupe de travail sur les vaccinations au Conseil national et je pense, si vous en êtes d'accord, qu'il serait peut-être intéressant qu'on puisse se rencontrer. Alors, je sais très bien que la PMI est en souffrance pour des tas de raisons, démographie en particulier et pas que. Vous avez très bien situé d'autres critères. Donc, éventuellement, si quelqu'un de Lille, et je les connais très bien puisque je participe beaucoup à toutes ces conférences, qu'elles soient visio ou présentielles, par un attrait extrêmement intéressant, ça pourrait être intéressant qu'on se parle et qu'on se rencontre. Deuxièmement, vous savez que la structure ordinale est également la structure qui valide les maquettes de formation DU. Donc, ça pourrait être intéressant qu'on puisse en parler également et que je puisse un petit peu vous appuyer au bon moment sur une formation de maquette en fonction de l'ensemble et des professionnels qui seraient intéressés à ça. Alors, j'ai essayé de balayer très large. Petit point, pourquoi je suis très penché à la vaccination, non seulement intellectuellement, mais pratiquement parce que je fais partie de ces médecins qui ont vécu les morts d'enfants de coqueluche dans les hôpitaux avant la vaccination et les décès de tétanos. Ça vous marque à vie, cette histoire-là. Donc, c'est pas la peine d'aller plus loin dans les arguments et je pense qu'il faut le faire. Alors ensuite, dans l'évolution actuelle de la démographie médicale, Dieu sait si c'est un gros problème, je pense que nous avons eu droit à des sortes de positions politiques qui n'ont pas arrangé les choses, alors qu'en fait, tout le monde était fait pour s'entendre. Dans mes fonctions ordinales, j'ai présidé le conseil régional de la région où j'habite et les contacts avec les autres ordres étaient excellents. Nous avions des échanges extrêmement amicaux, tout à fait transparents. C'est au niveau supérieur que ça se passe moins bien et dès qu'on va dans les instances politiques, ça se passe très mal. Donc, parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Donc, voilà un petit peu un résumé que je tenais à vous faire. Donc, c'est une sorte un petit peu de tendre la main. Et si vous le souhaitez, on pourra très bien envisager de se rencontrer un jour et d'appuyer sur ces deux aspects. Moi, je suis là pour rendre service à mes confrères. C'est formidable. Moi, très proactive avec plein de collègues qui me suivent derrière. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de monde, mais on est vraiment motivés. On a envie que la PMI vive et se fasse connaître et dans le bon sens, parce qu'elle a quand même cette image encore de service social qui place les enfants. Or, bon, c'est pas tout à fait ça. Et donc, au contraire, moi, tout ce qui peut être faire la promotion de la PMI partout, vraiment très volontiers pour travailler avec vous. Voilà, donc c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous tends la main, il n'y a pas de souci. Oui. Donc, je n'ai pas posé de questions sur les vaccins, tout était bien expliqué, il n'y a pas de souci, on entre... Alors, j'étais à un moment avec M. Alain Fischer, le soir, où il recevait le message de Mme Buzyn qui confirmait les 11 valences. Alors, autant dire que j'étais aux premières loges pour savoir ce qui se passait, et j'en étais extrêmement heureux pour lui et pour la population. Après, il y a d'autres valences, c'est très bien, mais
C'est quelque chose qu'on attendait depuis un certain temps et j'avais beau aller et retourner à la DGS dans les réunions avec M. Salomon, on appuyait sans arrêt la nécessité absolue d'augmenter les valences de vaccination pour la population. Alors ça, c'est les valences. Et puis après, effectivement, que je disais, travailler ensemble avec tous les professionnels de santé de façon très harmonieuse, très collaborative, pour que les pourcentages de couverture vaccinale soient les meilleurs possibles. Donc, vous voyez, j'ai un discours très progressiste. Mais c'est vrai que vous disiez que vous avez connu des morts du tétanos, par exemple. Et ça, c'est un des facteurs des hésitants, c'est-à-dire que les maladies disparaissant, bien sûr. À quoi bon? Oui, bien sûr. Oui. Et puis j'ai vu les polios, j'ai vu plein de pathologies à une époque où c'était courant, hein, les BCG, les tuberculoses aussi. Hein. Donc c'est une phase qui permet d'avoir une certaine mémoire absolument indélébile sur ça. Et effectivement, c'est un des aspects qu'on avait discuté il y a quelque temps au moment du début du Covid, c'est que la population n'avait pas le souvenir de toutes ces maladies et ne voyait pas l'utilité d'un vaccin d'une maladie qu'ils ne connaissaient pas. C'est évident que c'est un point, d'où la pédagogie de tous les professionnels qui peuvent le faire. Et je reviens un petit peu sur la médecine, le médecin généraliste qu'on appelait médecin de famille, qui effectivement avait un poids extrêmement important dans cette décision et dans cette... je parle de pédagogie pour différentes raisons parce que je pense qu'il faut savoir expliquer, savoir faire comprendre certains points. Voilà, je m'arrête parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc on échangera les mails via mail, il n'y a pas de souci. Ça sera avec plaisir. Et avec plaisir. Et moi, je partage la même expérience sur le plan de la rougeole quand j'ai travaillé en Afrique. Oui. Et où on avait des bilans dramatiques. Alors, il y a Younes qui veut poser une question. Oui, j'ai plein d'autres questions en stock, mais je ne poserai pas tout de suite. Je me demandais si du côté des PMI, comme vous êtes confronté quand même à des publics très diversifiés, est-ce que vous avez une cartographie à votre disposition, une sorte de cartographie des réticences à la vaccination en fonction de la typologie de patients que vous avez, que ce soit en fonction de la culture, de la fonction de la pratique religieuse, du statut socio-économique, peut-être même qu'il peut y avoir des critères géographiques avec en fonction de si la personne vit dans tel ou tel quartier, elle va plutôt avoir tel ou tel type de réticence, si c'est plutôt dans tel quartier, ce sera plutôt ça, etc. Et si ça existe, comment vous vous servez de ces outils? Alors, ça existe, c'est les sociologues qui font ça. Il s'appelle, mais à l'EHESS, il y a un collègue qui a fait sa thèse là-dessus, une très belle thèse de sociologie là-dessus. À la PMI, on n'a pas fait ce travail. En revanche, je peux vous dire un petit peu quel est mon vécu. Donc, il y a une mixité en PMI encore, de moins en moins, mais encore. Donc, il y a encore des familles, entre guillemets, lambda, c'est-à-dire pas des familles dans la précarité, qui viennent à la PMI. Et avant l'obligation vaccinale, c'était plutôt les familles de cadres supérieurs qui étaient opposants. Enfin, dans les opposants, c'était plutôt des cadres supérieurs qui étaient vraiment opposants, pas hésitants, opposants. En revanche, dans les hésitants, c'était plus effectivement des personnes de classe moyenne. Et pour toutes les familles de première génération, migrantes de première génération, aucune opposition, aucune hésitation. Ça change un petit peu, je trouve, là, depuis le Covid. En tout cas, l'opposition au vaccin Covid, dans mon expérience, encore une fois, c'est vraiment pas une étude randomisée. Dans mon expérience, ça change un peu, avec plutôt des familles hésitantes dans les plus précaires d'entre elles. C'est assez étonnant. Et je ne l'explique pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et on a vraiment du mal, en fait, à les convaincre. Les familles, première génération, qui vraiment s'opposent à aucun vaccin, ne sont hésitants avec aucun autre vaccin, mais avec le Covid, oui. Alors, je ne sais pas si c'est mon expérience propre, j'en ai pas parlé aux collègues, il faudrait qu'on voit, mais vraiment. Et on ne vaccine pas en PMI, hein, donc on adresse. Peut-être que si on vaccinait en PMI, ce serait plus facile, je ne sais pas. En tout cas, il y a une vraie question là, et sur les femmes enceintes en particulier. Et peut-être faire le lien avec ton activité, Kalou. Est-ce que ce qu'expose le docteur Delarue, est-ce que toi, tu peux voir sur les réseaux sociaux ces deux versions qui convergent, ou alors, au niveau des réticences, on a
des publics qui sont totalement différents entre ce qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux et ce que vient d'exposer Madame Delarue? Alors, c'est peut-être plus difficile à estimer sur les réseaux sociaux dans la mesure où on n'a pas de contact réel avec les gens. Donc, on ne passe que par l'écrit. Est-ce qu'on peut confirmer qu'il y aurait une tendance à un niveau socio-culturel peut-être légèrement plus bas chez les opposants? C'est un peu hasardeux de dire ça parce que les écrits ne sont pas toujours nickel dans la langue. De là, on tire une conclusion. Je ne suis pas certaine que ce soit faisable, ni que ce soit très honnête. Hein. Après, nous, ce qu'on remarque surtout, c'est que les complots sont liés les uns avec les autres. Et ceux qu'on va retrouver opposés à la vaccination vont être très souvent pro-russes, donc contre l'information qui pourrait les manipuler. Et on va y trouver les chemtrails, les Illuminati. Tout est un peu lié très souvent. Mais il arrive quand même de croiser des gens qui s'expriment excessivement bien et qui sont farouchement opposés à la vaccination. Ceci dit, je n'ai pas l'impression que ce soit la majorité. Je peux vous envoyer, on avait interviewé le collègue de l'EHESS qui a fait sa thèse là-dessus, je peux vous envoyer si vous voulez. Il y a des données très intéressantes. Volontiers. Merci beaucoup. Alors, on a Christine qui veut poser une question. Dans les gens, vous les mettez dans la catégorie du CSP que vous voulez, mais écoutez Isabelle Adjani, c'est formidable. Ouais. Moi, toutes les formations de mon équipe, on balance toujours cette vidéo parce que c'est quand même très intéressant d'écouter. Et Olivier, tu te souviens, pour la Covid, tu avais fait sur les infodémies et il faut arriver à rompre ce genre de discours. Et souvent, nous, à l'officine, on n'a pas en écho. Mais par contre, on a des gens qui vont avoir écouté, qui seraient fait berner, il n'y a pas d'autre mot. Et quand elle dit que ses parents sont malades parce qu'ils ont été vaccinés dans leur jeune temps et qu'elle a des médecins qui font des certificats de complaisance, ça fait peur. Oui, c'est une situation qui est une situation souvent extrêmement inquiétante parce que pour un professionnel de santé qui a l'habitude de la rationalité, aborder des questions qui sont des questions plutôt émotionnelles ou des partis pris idéologiques, religieux, sur des bases qui ne sont pas des bases très, très carrées, on va dire. Comment on fait pour discuter avec ces gens-là? Parce qu'on aurait une tendance naturelle, hein, Christelle, enfin, en ce qui me concerne, c'est mon côté peut-être un peu brutal, mais c'est au bout d'un moment de dire, écoutez, vous êtes gentil, mais voilà, la science, elle a prouvé un certain nombre de choses, et non seulement elle l'a prouvé, mais en plus de ça, on l'a vu sur le terrain. C'est pas simplement que il y a une construction intellectuelle qui fait qu'on se dit que l'idée vaccinale est bonne, c'est que si on a vu se réduire, si l'Inde à l'heure actuelle peut s'enorgueillir d'avoir vaincu la poliomyélite, c'est pas pour rien. Alors que il suffit d'aller faire un voyage en Inde, quand on regarde l'état de l'eau, on sait où est le danger. C'est-à-dire, c'est pas l'eau, c'est un danger en Inde. Il n'y a pas que la polio dans les eaux qui circulent dans l'Inde. Mais comment on fait quand on aborde ces questions-là avec Ça, c'est le genre d'argument-là, ça marchera très bien avec les hésitants. Enfin, moi, ce qui marche le mieux avec les hésitants, c'est moi, mes filles, je les ai fait vacciner, j'ai fait ce vaccin-là à mes filles. Ça, c'est vraiment l'argument qui marche, c'est ça. Moi, j'ai eu aucune hésitation à vacciner les miennes. Ça marche. Ça, c'est les hésitants. Mais les opposants, en fait, c'est leur raison d'être anti-vax. Donc, jamais vous les ferez changer d'avis, en fait. Parce que si vous les faites changer d'avis, leur vie s'effondre. C'est leur vie, en fait, d'être anti-vax, de militer contre, etc. Donc, vous ne les ferez pas changer d'avis. Quoi que vous leur disiez, de toute façon, vous avez tort. Donc, en fait, il y a des gens avec qui, finalement, on ne peut pas se battre. Alors, on est, nous, quand même, un PMI à cette frontière entre la prévention et la protection de l'enfance. Il se pose la question, quand même, quelquefois, du refus de soins. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un parent qui est complètement opposant, vraiment on n'y arrive pas, à la vaccination? Et donc, ça nous est arrivé d'avoir des signalements pour des informations préoccupantes, notamment émanant des urgences. Par exemple, on a eu un où c'était un petit qui s'est brûlé, il avait 2 ans et demi, il est arrivé aux urgences et puis il avait un carnet de vaccin vide. Donc, vraiment par hasard, il était suivi, hein, il avait un suivi médical, mais il y avait un carnet de vaccin vide. Et bien, qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce qu'ils vont devant le juge des enfants, ces familles-là? Et bien, en fait, on évalue le contexte. Et si tout le reste va bien, et ben finalement, là, on a l'obligation vaccinale, donc on y arrive comme ça.
En revanche, ça peut être effectivement des contextes très dégradés, avec des enfants qui ne mangent pas à leur faim, etc. Et donc, dans ces cas-là, on avance. Mais vraiment, avec des parents très opposants, s'il y a un contexte dégradé, on va être obligé malheureusement de judiciariser parce qu'on n'y arrivera pas. Avec des parents très opposants, mais un contexte plutôt favorable, voilà, on arrive à faire des choses. Alors, il y a une question qui est hyper intéressante dans le chat, qui est posée par Louis Mignot. Alors, je vais la lire parce que, à moins que Louis, vous voulez la poser? Louis, vous êtes là? Bon. Si Louis est là, il peut m'interrompre quand il veut. Je lis sa question. Petite question de ma part en tant qu'étudiant en médecine, en master de bioéthique. Je m'interroge sur une situation de désaccord entre parents et enfants. Au vu du nombre d'antivax concernant la vaccination de la Covid, il se peut que certains parents refusent la vaccination de leur enfant. Comment faire si cet enfant en question, prenant un mineur entre 12 et 16 ans, souhaite absolument se faire vacciner pour des raisons médicales ou sociales, ou des questions qui peuvent être des questions de rationalité. Il y a des gamins qui sont beaucoup plus intelligents que leurs parents. Je dis ça en passage, hein, je pense au mien en particulier. Mais cet enfant ne peut pas faire face à l'autorité parentale. Pour la vaccination, je crois que la majorité médicale, légale, c'est 15 ans, je crois. Donc, je crois qu'à 15 ans, il a le droit de, je crois, il faut à vérifier, hein, je ne suis pas juriste, mais je crois que c'est ça. Pour le reste, il y a des dérogations, là, parce que regardez l'IVG, une jeune fille peut bénéficier d'une IVG dans le secret. Donc, pourquoi on ne pourrait pas l'envisager pour la vaccination? Mais je crois qu'il n'y a pas de jurisprudence. Je crois qu'il n'y a pas de jurisprudence. Honnêtement, je ne saurais pas, j'appellerai l'ordre des médecins pour on va demander à Jean-François, peut-être que Jean-François sait. Si un enfant veut vraiment se faire vacciner, il a 12 ans, et que ses parents ne veulent pas, est-ce qu'il a le droit de passer outre? Je ne sais pas. Alors, pour la pharmacie, il faut l'attestation du parent. C'est 16 ans sinon. L'âge le majeur de la santé, c'est à partir de 16 ans. Mais donc, les vaccinations, c'est de 2 à 16 ans qui vient d'être autorisé parce qu'au-delà de 16 ans, ils sont considérés comme majeurs. Mais aux États-Unis, il y a eu un cas d'un enfant qui avait 18 ans qui a fait un procès envers ses parents. Formidable. Parce qu'il n'était pas vacciné. Bah, si on peut éviter d'en arriver là, c'est quand même... Entre les enfants... Je confirme 16 ans comme marge et 16 ans. On voit de tout maintenant, n'est-ce pas? On voit de tout. Entre les enfants qui font des procès aux parents et les grands-parents qui font des procès aux parents pour voir les petits-enfants, enfin bon, on va finir dans une société qui va devenir absolument insupportable à vivre. Alors, on a une autre question de Christine. Christine? Oui, bonjour. C'était plus. Enfin, moi, je voulais dire que j'ai vacciné un enfant de 12 ans. Les parents qui voulaient absolument se faire vacciner, les parents n'étaient pas anti-vax purs. Ils n'étaient pas très rassurés, mais l'ont laissé faire. Voilà, c'est pas toujours aussi négatif. Hein. Moi, je voulais juste témoigner qu'effectivement, les faux certificats existent. Je me rappelle quand j'étais élue RPS, il y a 5 ans, on avait fait un tour de Nouvelle-Aquitaine. On faisait des conférences sur la qualité de l'acte pharmaceutique. Et je me rappelle qu'en Lot-et-Garonne, c'était clairement sorti que les médecins faisaient des faux certificats pour que les enfants puissent aller à l'école. Moi, je suis un peu naïve, je tombais des nues, je ne pensais pas que ça pouvait exister, mais apparemment, voilà, c'était très connu des pharmaciens et je comprends pas bien comment on ne peut pas sanctionner, mais visiblement, c'est quand même assez courant. Voilà, c'était juste une réflexion. Les médecins qui déconseillent. Oui, mais entre déconseiller et faire un faux certificat de vaccination, il y a quand même un monde. Ils ne vaccinent pas. C'est du droit pénal. Je me permets de signaler que s'il y a plainte, ça peut aller à la radiation du médecin. Ça s'est déjà produit sur un faux certificat. Donc, il faut qu'ils sachent. Il y a des parents aussi qui font des faux eux-mêmes. Hein. Des parents qui achètent le vaccin, qui collent l'étiquette et il n'y a pas de tampon en fait, de médecin. Et donc, quand on creuse un peu, finalement, il n'y a pas eu de vaccin fait. Il y a ça aussi. Hein. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je trouve ça passionnant, moi, cette discussion autour de la vraie vie. On se pose souvent des questions qui sont très, très, très sophistiquées et dans le domaine de la santé en particulier, ce qui compte, c'est le terrain.
Le terrain et surtout le dernier mètre. C'est-à-dire que comment on fait aboutir une décision du 14 du Ken au dernier mètre auprès d'une PMI, dans un petit village, au sein d'une communauté ou n'importe quoi. Comment on arrive à avoir une action qui soit une action efficace par rapport en particulier à la santé publique. Younes, tu as une autre question? Oui. En lien avec l'actualité plutôt géopolitique, quels dispositifs sont mis en place dans le cadre de la guerre en Ukraine pour accueillir les familles, les mères et leurs enfants qui vont migrer en France et s'assurer de leur état de santé? Est-ce que les PMI sont mobilisés ou alors on sera sur une organisation qui sera tout autre? Alors, les PMI sont mobilisés pour toutes les populations migrantes, c'est-à-dire pas que les Ukrainiens. Et malheureusement, il n'y a pas que des Ukrainiens. Et donc, nous, notre travail, c'est effectivement de faire un bilan de santé complet quand ils arrivent, en lien avec les services hospitaliers. Il y a des services hospitaliers qui font ça très bien, de première consultation d'arrivée en France, à la fois pour les enfants adoptés puis les enfants migrants. Donc, un bilan de santé complet et puis un rattrapage vaccinal. Et donc, on a un site de l'OMS qui est très bien fait avec tous les pays et tous les calendriers vaccinaux de tous les pays, ce qui nous permet de rattraper les vaccins des enfants et pas que des Ukrainiens. Donc ça, c'est la première des choses. Donc évidemment, on accueille tout le monde et évidemment, on essaye de faire au mieux. Et les Ukrainiens en particulier, mais pas que. Pour ce qui est des Ukrainiens, à Paris, je parle de ce que je connais, il y a une cellule d'accueil pour les mères et les bébés qui a été mise en place dans le 7e arrondissement de Paris, où ils sont tous accueillis et orientés, avec en prime des ateliers d'éveil et puis des cours de français, je crois, gratuits pour les mamans. Voilà, pour Paris. Mais voilà, c'est beaucoup plus large que les enfants ukrainiens. Mais en ce qui concerne la situation des réfugiés ukrainiens, est-ce que leurs bases vaccinales sont bonnes ou est-ce que… Plutôt oui. La seule exception que j'ai eue moi, c'est un petit garçon qui a 2 ans quasiment et qui est trisomique et qui n'était pas du tout vacciné. Mais je pense que c'est la maman qui avait très peur des vaccins pour son bébé qui avait cette particularité-là. Pour les autres, ouais, ils sont plutôt bien vaccinés. Il y a eu une interruption forcément depuis le début de la guerre, mais jusque-là, dans notre expérience, ils sont plutôt bien vaccinés avec le calendrier ukrainien. Donc, il y a des rattrapages à faire. Mais voilà. Oui, bien sûr. Si je peux compléter juste sur ce thème-là, c'est Anne Monnier. Donc moi, je suis Open Rome VLS, mais je suis aussi sur mon autre casquette, c'est médecin de prévention à la CPM de Paris. Et donc, nous, on a une consultation. Enfin, on a ouvert des créneaux. Donc, on est en lien avec les associations et on en reçoit pas mal. Et moi, je trouve qu'ils ont quand même plutôt un bon suivi, à part quelques cas effectivement un peu compliqués. On a quand même des adultes et des jeunes plutôt bien vaccinés et pas trop de problèmes, plutôt bien suivis, ouais, étonnamment. Mais bon, enfin étonnamment, je ne sais pas si je dois dire étonnamment, mais on s'attendait quand on nous a demandé d'ouvrir en urgence, on s'est dit, oh là là, il va falloir faire plein de vaccins et plein de trucs. Et puis finalement, non, il y a des petits rattrapages, effectivement, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes calendriers, mais ça s'arrête là. La problématique, c'est plus pour les familles qui ont eu un parcours migratoire très compliqué, qui sont passées par plein de pays. Et là, il n'y a pas de calendrier, de carnet, en fait. Il n'y a rien qu'à suivi. Et donc là, on fait des sérologies et en fonction. On est sur des jeunes adultes, enfin des ados et des jeunes adultes plutôt. Mais c'est vrai qu'ils sont plutôt bien vaccinés. C'est un pays qui avait de toute façon un système de santé à la base qui était plutôt stable. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Une population qui était déjà en tant que telle prise en charge. Donc il faut faire les ajustements nécessaires, mais en règle générale, ça se passe plutôt bien. À la cata, c'est pas du tout la sur ce plan-là. Vincent, à moins que Anne, tu voulais peut-être poser une question? Tu avais levé la main. Non, c'est ça, je voulais juste compléter avec mon expérience perso. Oui, donc merci pour toutes ces réponses. On a parlé des conséquences un petit peu du refus de la vaccination. Je voulais savoir comment ça se passait, parce qu'il me semble que quand un enfant n'est pas vacciné, il y a un certain nombre de conséquences au niveau de l'accès à l'éducation, à l'inscription à l'école. Je voulais savoir comment ça se passait concrètement. Est-ce qu'il y avait une liaison un peu administrative? Comment ça s'effectuait? Et un petit peu quel est votre sentiment
par rapport à ça, parce que c'est effectivement normal que s'il y a une obligation, il y a en face des choses qui s'appliquent, mais vu que l'enfant ne choisit pas lui-même de ne pas être vacciné finalement, et que c'est finalement les parents, est-ce que c'est la bonne solution? Voilà, c'est ma question là-dessus. Ouais, alors avant l'obligation, on s'est dit, oh là là, comment ils vont mettre ça en place dans les écoles. Dans les crèches, c'était assez facile parce qu'il y a des médecins de crèche et nous, on pointe tous les carnets de santé des enfants quand ils rentrent, donc ça, c'était assez facile. Dans les écoles, finalement, il ne s'est rien passé. Donc, en pratique, je pense que les enfants rentrent à l'école, vaccinés ou non vaccinés, parce qu'on demande à l'inscription une copie du carnet de santé que les parents fournissent ou fournissent pas. Et je crois qu'il y a, qu'il y a des trous dans la raquette largement, parce qu'il n'y a plus de médecine scolaire, il n'y a plus de médecine scolaire, et les enfants sont vus au mieux à 4 ans, donc en fin de petite section. Et c'est peut-être à ce moment-là que qu'on a des surprises. Mais en tout cas, dans mon expérience parisienne, en fait, il n'y a pas de contrôle. Donc, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Est-ce que vous ne pensez pas en la matière que le devoir d'instruction passe avant le devoir de vaccination? C'est-à-dire que l'instruction peut se faire en dehors de la collectivité, donc c'est pas incompatible. Non, les parents peuvent très bien choisir de faire l'école à la maison. Hein. Quand les parents inscrivent des enfants à l'école, le devoir d'instruction passe avant le devoir de vaccination. Ensuite, Oui, les parents faire le choix de faire de l'instruction à la maison et de ne pas vacciner leur enfant avant X années. Mais on pourrait très bien opposer qu'ils peuvent faire l'instruction en dehors de la collectivité. Hein. Ça peut être un choix. Hein. Vous voyez non, je sais pas, justement. Je ne sais pas. Non, je crois que effectivement, vous avez raison. Je crois que le devoir d'instruction... Je crois que vous avez raison. Actuellement, c'est ce qui se passe. C'est que le devoir d'instruction prévaut. Oui. Sauf qu'on pourrait opposer ça. C'est-à-dire que l'instruction peut se faire en dehors de la collectivité. Je ne crois pas compte tenu du droit de l'instruction. Catherine, ça me pose un problème quand même sur le plan peut-être un peu philosophique. Je ne sais pas où c'est... mais on s'intéresse chez NIL beaucoup à la question du One Health, c'est-à-dire la santé globale. J'ai eu la chance d'animer pour la Fédération européenne des académies de médecine un débat à l'Académie de médecine il y a une semaine. Les risques qui sont envisagés, en particulier sur les zoonoses et l'antibiorésistance, on n'est pas simplement sur du débat d'experts et comment dire, une prise en compte d'un risque potentiel. On ne parle pas éventuellement d'un risque de contamination nucléaire si éventuellement il y a une fuite dans une centrale. On commence à rentrer sur du dur sur ces questions-là. Pour poursuivre. D'accord, mais ce dont tu parles, c'est le risque pandémique. Non, mais je termine juste ma question. Ça va poser deux problèmes. Le premier, c'est on est face à un certain nombre de dangers qui sont des dangers réels, majeurs, qui sont des dangers sociétaux maintenant et liés en particulier à la problématique de la santé. Et ça pose deux questions fondamentales. La première, c'est est-ce qu'une partie de la population peut s'absoudre ou s'extraire de ce type de droit qui protège le reste des gens? Et quel est le droit de la société à se défendre contre un certain nombre de personnes qui auraient pris des positions qui sont des positions qui, en termes de santé publique, sont des positions déviantes? C'est voilà, moi j'ai pas de parti pris. Je dis simplement que ce débat-là va se poser de plus en plus. Oui, mais c'est un vrai débat de démocratie. Et quand quelqu'un disait tout à l'heure, je crois que c'est vous, Christelle, que les anti-vaccins avaient une tendance pro-russe, on oppose à l'heure actuelle de plus en plus deux mondes qui sont le monde de la démocratie, ou en tout cas ce qu'elle peut être avec ses limites, ses inconvénients et ses défauts, je dirais, et le monde de l'autocratie. Si on va dans le sens que tu évoquerais, on se dirige quand même vers de l'autocratie, c'est-à-dire d'une obligation pour tous et d'une mise en conformité pour tous. C'est quelque chose qui peut être envisageable dans un contexte aigu de pandémie comme nous l'avons vécu, mais encore que la vaccination n'a pas été obligatoire, elle a été mise à disposition. Et moi, je souligne pour la première fois dans l'histoire de la vaccination en France, la mise en place de vastes campagnes nationales de vaccination qui ont été un succès. C'est la première fois dans l'histoire de la vaccination
qu'une vaccination se fait à l'échelle nationale avec un succès rapide, de très bonne qualité. Donc, je trouve que la question que tu soulèves est fondamentale, mais elle doit être prise avec énormément de doigté. Je pense qu'actuellement, on peut pas s'affranchir des concertations citoyennes. C'est ce qui a eu lieu pour l'obligation vaccinale d'ailleurs. Hein. Il y a une vraie concertation citoyenne. Après, elle est débattue actuellement, mais voilà. Et c'est ça en fait. Il faut introduire les associations de patients. Il faut donner la parole. Oui, c'est ça. Moi, je fais une vraie démocratie en fait. Moi, je suis d'accord avec ça. Il faut donner la parole à tous. Ça, c'est sûr. Après, on vit dans une collectivité, donc il y a quand même des contraintes forcément. Je pense que... Mais oui, la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres et vice-versa. Oui. Moi, ce que j'aime bien dire aussi aux parents, c'est qu'une politique vaccinale, c'est pas que médical en fait. C'est social, c'est politique, c'est économique. Et puis quand on raisonne pas que pour son enfant en fait. C'est vraiment un raisonnement beaucoup plus général. Et après, nous, on pèse le pour et le contre. On dit, bon voilà, maintenant on va considérer votre enfant dans son contexte de vie, dans son contexte de collectivité, etc. Et on va réfléchir sur quel vaccin on va lui faire. Voilà. On ne réfléchit pas en globalité pour l'enfant qu'on a en face de soi, mais la politique vaccinale, elle prend pas que en considération l'enfant qu'on a en face de soi. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites et je voudrais rebondir sur ce que vous venez d'exprimer, qui pour moi est un élément fondamental de la vaccination. La vaccination, c'est la meilleure équité qui puisse exister dans notre société. C'est offert à tous, c'est accessible à tous. Et donc, je ne comprends pas très bien, justement, ces mouvements libertariens qui incluent les franges d'hésitation hostile et les anti-vaccins. Mais c'est vrai qu'on arriverait à mettre plus en avant cette notion d'équité sociale, qui est un point capital de notre démocratie actuelle et de notre société actuelle. Je crois vraiment qu'on remettrait la vaccination non pas dans un geste qui fait mal, non pas dans un risque du vaccin, mais dans quelque chose qui est au bénéfice de tous. Mais quand on regarde moi je suis complètement d'accord avec tout ça, mais c'est une prise d'opposition qui est une prise d'opposition politique au sens non partisan du terme, mais de la construction de la société, du modèle de société. Absolument. Mais à l'heure actuelle, quand on voit la façon dont la schizophrénie ambiante chez les citoyens peut exister entre des aspirations à des choses qui dépassent l'individu et qui sont la modification de la société de manière profonde, l'appel à la décroissance, enfin un certain nombre de mouvements qui ont fait quand même pas loin de 7 à 8% lors de l'élection présidentielle. Hein. Et en même temps, des gens qui sont déconnectés de la réalité et qui consomment par des Deliveroo interposés et polluent la planète comme c'est pas possible, puisque l'un des facteurs de pollution, à l'heure actuelle, c'est quand même celui qu'on utilise pour parler tous ensemble ce soir, c'est quand même Internet. Il y a une déconnexion entre les aspirations. Enfin, je trouve qu'on n'a jamais été aussi près d'une sorte de phénomène schizophrène entre les aspirations de l'individu extrêmement consumériste et très, très personnel, et puis des grandes aspirations à quelque chose qui... Et je crois que la rupture du mouvement démocratique, parce que j'ai peur, j'ai peur de croire que, enfin, de finir par être obligé de penser, comme me l'ont dit un certain nombre de personnes, que la démocratie, ce n'est qu'un temps dans l'histoire de l'humanité. Il y a quand même des gens qui sont en train de penser ça, c'est-à-dire que le siècle des Lumières peut s'éteindre et qu'on peut passer à autre chose. Et ben j'ai peur que ça soit analysé aussi par un certain nombre de personnes comme les libertariens ou autres, comme étant ma liberté de penser passe au-dessus d'un modèle démocratique. Hein. Mais c'est ceux qui en entendent le plus surtout. La seule chose, c'est une fois de plus, sans entrer dans des théories conspirationnistes, il y a quand même une infiltration par les réseaux sociaux et les médias de courants qui sont pulsionnels, primaires, primitifs, très violents et qui sont globalement non favorables à nos sociétés démocratiques. Je crois qu'il faut quand même en être conscient. Christelle.
Non, je me demandais si c'était pas ceux qu'on entendait le plus, mais qui n'étaient pas forcément le plus grand nombre. En fin de compte. Non, c'est vrai. Oui, mais ça fait quand même 7% de la population dans les élections présidentielles, avec une abstention à hauteur de près de 50% de la population. Donc on peut imaginer que c'est au moins 14%, quoi. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors Michel, il y a Michel qui voulait parler depuis longtemps. Bon, je voulais juste dire un petit rappel sur l'obligation vaccinale. C'est que le rapport entre l'obligation vaccinale et l'éducation, le principe de l'obligation obligatoire, ce sujet avait été tranché déjà par le Conseil d'État. Il y a eu un arrêt célèbre de mémoire dans les années 60 qui a confirmé l'obligation d'être vacciné pour entrer dans les établissements scolaires. Donc c'est un premier point et qu'il faut. Cet arrêt n'a jamais été remis en cause. Et une deuxième remarque sur le modèle de l'histoire. La démocratie n'a pas commencé avec les Lumières, elle a commencé au 5e siècle avant Jésus-Christ chez les Grecs, qui par ailleurs étaient massivement des maîtres d'esclaves, et c'est eux qui ont inventé, qui savaient ce qu'était la liberté. Et donc, ils ont créé la démocratie, et la première loi de la démocratie, c'était de dire qu'il fallait respecter les règles de la cité. Le modèle, c'est Socrate, qui, quand il est condamné à mort par sa cité, refuse de s'enfuir et décide de boire la ciguë. Alors, à l'époque, c'était un petit peu agréable, puisqu'on lui mettait des parfums, etc. Et qu'il faut se souvenir aussi que Socrate avait une épouse qui était impossible. Et donc, finalement, plutôt que de vivre avec une femme poison, il a préféré avaler son verre de ciguë. Attention, Michel, parce que dans l'environnement ambiant, ça va être pris pour une réflexion sexiste. Et non pas comme une expérience de la conjugalité. Donc, c'est quand la vertu se mêle d'être avantageuse, on ne sait pas ce qu'est vraiment la vertu. Non, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la démocratie a toujours été une contrainte pour le citoyen, parce qu'elle obligeait le citoyen à se plier à un règlement qui permettait à la cité de se construire. Et la démocratie, c'est pas l'exercice pur d'une liberté individuelle sans contrôle et à faire n'importe quoi. Des camps de nudistes dans le bois de Boulogne, sous prétexte qu'on a envie de se balader à poil ou n'importe quoi. C'est obéir à certaines règles qui font que le plus grand nombre en bénéficie. Mais il faut avoir fait ses humanités pour ça, et je crois qu'à l'heure actuelle, quand on regarde un certain nombre de résultats sur le plan de l'échec scolaire en France, je crois que les humanités, c'est quelque chose qui a disparu. Il serait peut-être bien qu'on y revienne. Des études de médecine en particulier. Oui. L'une des problématiques des études de médecine, c'est qu'on a un niveau culturel de culture générale qui est absolument effroyable. Mais par contre, sur le plan maths, physique, chimie, nos jeunes confrères sont absolument imparables et largement supérieurs à nous. Jean-François. Gérard Réac qui milite pour ça, pour retour aux humanités dans les études de médecine. Ouais. Il vient de faire paraître un bouquin qui est vraiment chouette. Extraordinaire. Mais avant 1968, on était sélectionné sur des études qui étaient des études dont le bac, c'était le bac L, c'est-à-dire le bac lettres, et pas le bac S. Voilà, mais dites-moi, oui, Olivier. En quelle classe on apprend les vaccins à l'école? Quelle classe parle-t-on de la vaccination dans les écoles Jules Ferry? 4e, je crois, au collège. Et en à vérifier, parce que quand je pose la question, souvent on nous dit c'est quand on est en seconde et encore dans les sections scientifiques. Donc non, au collège. Mais je demande à mes filles, mais je crois, ouais. Mais c'est pour ça que l'ultra-crépidarisme se développe plus avec les algorithmes de l'Internet dont tu parlais, c'est vrai. Mais Christine, on a un problème, c'est que de toute façon, en ce qui concerne la santé, c'est l'un des rares domaines sur lequel les ministères de tutelle sont en droit d'imposer leur conception de la santé. Si on prend la justice, par exemple la médecine pénitentiaire, le corps de la personne incarcérée appartient à la médecine pénitentiaire, n'appartient pas à la personne qui est incarcérée. C'est une des règles de base pour pouvoir mettre un système de santé qui est un système de santé différent dans les prisons que pour le droit commun. Et en ce qui concerne
la médecine scolaire, c'est pareil. C'est le rectorat qui fait la politique sanitaire. C'est pas le ministère de la Santé. Hein. Absolument. Et on ne rentre pas dans les écoles comme ça. Il faut l'accord d'abord du recteur. Ouais. On va arriver à la fin de cette réunion qui était fabuleuse. Et moi, j'ai envie de demander à Christelle de lui laisser les 5 dernières minutes pour qu'elle nous fasse un mot de conclusion. Oh. Non, déjà, je vous remercie beaucoup pour votre confiance et de m'avoir invité. C'était vraiment très riche pour moi aussi. Merci beaucoup. Je me connecterai la semaine prochaine, je crois, avec Karine Lacombe sur le Monkeypox. Non, voilà, c'est ça. Moi j'avais quelques messages à transmettre que je crois j'ai transmis. Vous redire que la PMI est ouverte à tous et vraiment envoyer les familles, on les accueille, même si on est vraiment en difficulté personnelle. Voilà, ils sont toujours accueillis. N'hésitez pas à nous passer un coup de fil aussi si vous avez une inquiétude, alors que probablement pas vaccinale, mais peut-être en termes de prévention, protection de l'enfance, parce qu'on peut être vraiment un recours et une référence. Voilà pour la PMI. Et puis pour tout ce qui est vaccin, voilà, parlons. Parlons aux parents, parlons entre nous, échangeons, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Et puis soyons francs avec les parents, transparents. Voilà, transparents, parce que on a été trop longtemps à être un peu paternaliste, à pas transmettre le savoir, à cacher un peu les choses, alors en particulier en protection de l'enfance, où on fait des choses un peu derrière le dos des parents. Et moi, ça aussi, je milite pour la transparence. Voilà, et les parents comme nous, voilà, soyons dans un vrai dialogue avec les parents et sans lien un peu hiérarchique comme ça entre le soignant et le soigné. Voilà. Donc une démocratie sanitaire dans le box de consultation. Estelle, vraiment merci parce qu'on a appris beaucoup de choses et surtout, je crois que c'est bien d'apprendre de l'académie et de la faculté, mais c'est surtout bien d'apprendre du terrain. Et l'éclairage que vous apportez est un éclairage qui est magnifique. C'est un engagement personnel que vous avez aussi et auprès des populations et dans leur diversité. Et je pense que ça nous a fait tous grandir de vous écouter et de savoir comment vous pouvez aborder ces questions-là d'une manière humaniste, médicale et efficace, même si c'est pas toujours facile. C'est très gentil. Mais on s'enrichit aussi au contact des familles, vraiment. Enfin, voilà. Si on y est, c'est parce que ça nous des choses aussi. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Et à très vite. Ouais, avec plaisir. À très bientôt pour un autre atelier de VLS. Et merci encore d'être fidèle à ces moments qu'on peut passer ensemble et sur lesquels on peut apprendre des choses et partager surtout. Très bonne soirée à tous. Au revoir, merci.